Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse requalification en marchand de biens. Juste avant, clique sur le bouton pour t'abonner, rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà présents sur cette chaîne et ne rien rater des conseils immobiliers. Et tu peux aussi télécharger gratuitement la version numérique de mon livre. Tu trouveras un lien quelque part autour de cette vidéo dans la description. Tu cliques dessus, tu vas mettre ton prénom et ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. C'est gratuit. Ok, alors on est parti. Tu as peut-être déjà entendu parler en tant qu'investisseur rentable de attention, la requalification en marchand de biens. Si jamais tu revends trop, tu peux être requalifié et la catastrophe au niveau des impôts. Alors déjà, si tu ne sais pas ce qu'est un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète de l'immobilier dans le but de le revendre et de faire une plus-value. C'est un petit peu un trader dans l'immobilier, tu vois. Le trader, il achète des actions pour revendre des actions et faire une plus-value. Le marchand de biens, c'est la même chose, mais avec des biens immobiliers. Alors, le risque, en effet, des fois, parfois, quand tu achètes, c'est de dire, il y a une technique qui marche très bien, je te l'ai déjà donnée, qui consiste à dire, voilà, j'achète un immeuble, et puis pour faire plus de plus-value, plutôt que quand viendra le jour de revendre mon immeuble, au lieu de revendre mon immeuble seul, au lieu de revendre mon immeuble nu, comme ça, tout seul, eh bien, je vais le découper, faire une copropriété et revendre les appartements un par un. Et ainsi, forcément, en revendant les appartements à la découpe, eh bien, tu feras plus d'argent. Mais si tu te promènes un petit peu sur Internet, que tu cherches, que tu trouves, que tu regardes ce qui se passe, on va dire attention, tu risques de te faire requalifier comme marchand de biens. Alors, on va voir tous les critères dans cette vidéo. Comment, combien, comment ça marche. On va regarder les jurisprudences, on va regarder les articles de loi. Tu sais que j'aime la précision, j'aime quand on parle de choses qui sont vérifiées, vérifiables. On va s'intéresser aux arrêts de la Cour de cassation. Voilà, dans quel cas, enfin, on va regarder des vrais cas de requalification, oui ou non, plutôt que de dire attention, ça risque. On va parler des vrais cas, et puis on va aussi parler de ce qui se passe si jamais, patatras, tu es requalifié en marchand de biens. Vaste programme, n'est-ce pas? C'est parti. Alors déjà, première chose, l'article 35 du Code général des impôts nous dit ce qu'est un marchand de biens, enfin ce qui fait que tu dois être considéré comme marchand de biens, peu importe que tu en aies un ou pas. La première chose, c'est la notion d'habitude. La notion d'habitude, c'est quoi? C'est est-ce que, de façon habituelle, tu te livres à des opérations de marchand de biens? Ok, donc ça c'est assez simple, il y a deux cas. Premier cas, tu es déclaré comme marchand de biens, tu as une entreprise de marchand de biens où tu as déjà fait plusieurs opérations. Donc là c'est assez simple. De fait, en effet, tu es assujetti à la fiscalité des marchands de biens. Et par contre, là où c'est un petit peu plus compliqué, là où c'est un petit peu plus dangereux, c'est quand tu t'y attends pas, donc quand tu es en mode particulier, tout à fait classique, lambda, normal. Là, comment on va faire en sorte de savoir si oui ou non tu rentres dans ce critère d'habitude, dans cette notion d'habitude? Eh bien, l'administration va s'intéresser aux antécédents. Elle va faire ce qu'on appelle un examen des antécédents. Alors qu'est-ce que c'est? On va regarder ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà acheté, ce que tu as déjà revendu, et est-ce que grâce à ces antécédents, on peut mettre en avant qu'il y a une notion d'habitude. Donc ça, c'est la première des notions. Mais elle n'est pas suffisante. Pour être considéré comme un marchand de biens, il y a une deuxième notion obligatoire. Parce que tu peux très bien habituellement acheter et revendre des lots immobiliers, comme moi, comme toi, comme on fait tous, les investisseurs rentables, c'est simplement de la gestion de patrimoine. J'achète, je revends, je suis un investisseur rentable, je fais les choses comme il faut, je gagne de l'argent au passage. Il y a une deuxième chose qui définit le marchand de biens. C'est l'intention spéculative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu aies l'intention de faire une plus-value. Ok? L'intention spéculative. Ça définit un marchand de biens. Et la loi est claire, elle nous dit que l'intention spéculative s'applique au moment de l'achat, pas au moment de la revente. Forcément, au moment de la revente, il y en a une intention spéculative, vu que tu vas revendre. Donc tu veux forcément en tirer le plus possible et faire une plus-value. L'intention spéculative va s'apprécier au moment de l'achat. Est-ce que quand tu as acheté, tu avais l'intention spéculative de revendre? Et c'est là où on va voir les jurisprudences, c'est
c'est là que tu vas trouver ta défense. Parce que n'oublie pas que, en termes d'impôt, en termes de droit fiscal, c'est d'ailleurs le seul cas dans le droit français, c'est en droit fiscal où la charge de la preuve n'est pas à la personne qui attaque. Normalement, toi, moi, on attaque quelqu'un en justice, on doit apporter la preuve de ce qu'on avance pour faire condamner la personne. En droit fiscal, c'est l'inverse. C'est qu'en tant que contribuable, c'est toi qui dois apporter la preuve que tu n'as pas fait ce qu'on te reproche. C'est inversé. Donc, c'est là qu'on va voir que sur l'intention spéculative, en effet, ça va être plus simple pour toi d'apporter cette preuve contraire. C'est la charge de la preuve. La charge de la preuve est est nécessaire à celui qui se défend. C'est celui qui se défend qui doit prouver. Alors, on va s'intéresser déjà au cas, oui ou non, aux jurisprudences. Alors tu vois, j'ai ici affiché les jurisprudences. Alors tu vas voir, je vais te donner les dates. Il y a des trucs qui ne sont pas tout jeunes, puisque c'est un statut qui est ancien, et c'est un droit qui est ancien, c'est des lois, des textes qui ont assez peu évolué avec le temps. Donc là, tu vois, j'ai des jurisprudences qui datent un petit peu de toutes les années. Je vais essayer de te donner, on ne va pas toutes les passer en revue parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer de te donner un panaché. Alors déjà, garde bien en tête 1 notion d'habitude, 2 notions d'intention spéculative. Si on n'a pas ces 2 notions rassemblées, on est tout simplement dans le périmètre de la gestion de patrimoine. Je veux dire, le droit de propriété est libre. Je veux dire, voilà, tu es propriétaire, tu fais ce que tu veux de ton bien. C'est le principe. Le droit de propriété, c'est un droit qui est important en France, qui est bien ancré. Quand tu es propriétaire, tu dois pouvoir jouir de ton bien comme tu le veux, donc tu dois pouvoir le revendre. Par contre, si tu as les 2, habitude et intention spéculative, en effet, là, tu as un risque de requalification. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les jurisprudences. Donc là, il y a un tribunal qui a tranché. Donc là, ça ne peut pas être plus précis, carré. Je ne te dis pas des trucs au hasard. Où les gens n'ont pas été requalifiés. Ok ? Donc les cas où il s'est passé un truc et les gens n'ont pas été requalifiés. Donc par exemple, la première que je vois, c'est un arrêt de 1941, tu vois, c'est pas tout jeune, c'est la revente par appartement, donc à la découpe, d'un immeuble acheté à cet effet. Ok ? Mais c'est une opération isolée. Donc, ils ont dit que l'application alinéa 1 de l'article 35 est subordonnée au caractère habituel des opérations. Je te l'ai dit, habituel et intention spéculative. Ce caractère ainsi que l'intention spéculative de leur auteur s'apprécient d'après toutes les circonstances de l'affaire, telles que le nombre, la nature et les modalités des opérations. Donc là, en effet, on avait l'intention spéculative, il a acheté pour revendre, mais il n'y avait pas le caractère habituel. Ça a été fait isolément, une fois, comme ça. Donc, l'auteur, la personne, là, a réussi à prouver que, rappelle-toi, la charge de la preuve, a réussi à prouver que c'était une opération isolée, et donc il n'a pas été requalifié en marchand de biens. Ensuite, deuxième jurisprudence de 61, personne ayant vendu des parcelles loties, un terrain dont elle était propriétaire par héritage. Donc en gros, il a vendu des parcelles loties sur un terrain. Tu vois, il a découpé un terrain. Ça a été tranché comme un acte de gestion de patrimoine privé, n'entraînant pas à l'assujettissement à l'article 35, encore une fois. La publicité effectuée par le contribuable sous la forme d'un panneau installé sur le terrain même n'excédait pas celle normalement pratiquée pour les ventes immobilières des particuliers. Alors en plus, il a fait des pubs avec des panneaux, etc. Donc ils ont mis tout ça, ils ont dit voilà, il fait plutôt comme un particulier, il est resté dans les normes de ce que faisait un particulier, c'est une gestion de patrimoine classique, il n'y avait pas d'intention spéculative, en plus, lui, il avait hérité, donc comment avoir l'intention spéculative au moment de l'achat quand on a hérité, c'est pas possible. Donc voilà ce qui a été jugé. Ensuite, on a un achat, alors ça date de 1968, achat et revente, quelques mois après, d'une propriété viticole. Une personne qui a acheté une propriété viticole. Jugé que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 35, dès lors que l'acquisition du domaine avait été réalisée par le contribuable en vue de reconvertir son activité agricole et que sa revente avait été rendue nécessaire par des difficultés financières. En effet, tu achètes, tu te plantes, ça ne marche pas, tu revends, il n'y a pas d'intention spéculative, donc tu n'as aucun risque d'être requalifié. Donc encore une fois, ça peut être une défense. Mets-toi en mode, si jamais ça t'arrive, mets-toi en mode, tiens, les genres de défense qu'on peut avoir. Ensuite,
Alors là, c'est intéressant parce que tu vois que c'était un professionnel de l'immobilier. C'est un arrêt qui date de 72. Ancien entrepreneur du bâtiment, donc un professionnel, et promoteur immobilier, donc un super professionnel, ayant vendu un immeuble qui constituait sa résidence principale depuis plus de 5 ans. Ça a été tranché, la vente n'est pas assimilable à une opération de caractère habituel. Le mec a vendu sa résidence principale, ça a beau être un hyper gros promoteur, il a construit tout le quartier, mais lui il habitait dans un des immeubles qu'il a construit, il l'a revendu, c'est pas une opération de marchand de biens, et en plus vu que c'était sa résidence principale, tu le sais, il a été exonéré à 100% de la plus-value. Donc, pas de requalification. Ensuite, j'ai un arrêt de 72, particulier ayant revendu en 57 et 58, donc 2 années de suite, 2 immeubles construits sur des parcelles acquises avant 43 et en mars 48. Donc en gros, la première 15 ans avant et la deuxième 10 ans avant. Dans les circonstances de l'affaire, le jugement, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la circonstance que les 2 ventes susmentionnées n'avaient été précédées d'aucune autre pendant les 15 années antérieures, donc il n'a rien vendu 15 années avant, il a été jugé que monsieur machin ne pouvait pas être regardé comme ayant acheté habituellement, n'oublie pas la notion d'habitude, des immeubles en vue de les revendre. Voilà, tout simplement. Allez, je t'en donne encore un ou deux. Tiens, celle-ci est intéressante. C'est un arrêt de 93, donc c'est plus récent. Contribuable qui a réalisé une seule opération de construction, comprenant un cabinet médical et 6 appartements. Donc le mec a construit un cabinet médical plus 6 appartements. Et a procédé par la suite à la vente des appartements sur une période de 3 ans. Donc il a gardé que le cabinet, il a vendu les 6 appartements. Comme tu vois, ça c'est ce qu'on pourrait faire toi et moi. C'est complètement un investissement rentable. Jugement de la Cour. Bien que l'intention spéculative ait été établie, en effet, ils ont établi que quand il a construit, il avait cette idée derrière la tête, l'opération ne revêt pas un caractère habituel. Dès lors que le cédant n'a pas la qualité de marchand de biens, le profit réalisé n'est pas taxable, etc. Donc voilà, ils ont dit qu'en effet, quand il a construit, il avait l'idée derrière la tête, mais ce n'est pas une opération habituelle. N'oublie pas, les 2 caractères sont obligatoires. Habitude, intention spéculative. Donc ça, c'était des arrêts où on a dit, ok, bravo, vous n'êtes pas marchand de biens. Maintenant, je vais te lire des arrêts où on a dit, voilà, les personnes ont été jugées, on les a requalifiées. Donc tu vas voir que dans ces cas-là, la notion d'habitude et la notion d'intention spéculative sont bien présentes, mais tu vas voir aussi que on joue plus dans la même cour. Alors, le premier arrêt qui date du 5 décembre 66. Particulier ayant revendu plusieurs immeubles et parts de sociétés immobilières. Le jugement. Les profits retirés par un contribuable de plusieurs opérations de revente d'immeubles et de parts de sociétés immobilières doivent, eu égard à la fréquence de ces opérations et au cours du délai séparant les cessions de l'acquisition préalable, donc en gros, il l'a fait dans un délai court, il a vendu beaucoup de lots et en plus, il a acheté pas longtemps avant, être regardé comme présentant du caractère de marchand de biens. Donc en gros, il ne s'est pas écoulé assez de temps entre l'achat et la revente et entre les reventes successives. Donc les 2 critères font que, ils ont dit que là, en effet, ça avait un caractère habituel. Plus l'intention spéculative qui, à mon avis, n'a pas été très dure à prouver, puisque là, il a acheté des parts de société, etc. Donc boum, il s'est fait requalifier comme marchand de biens. Un autre arrêt. Particulier ayant acquis en une seule fois un immeuble qu'il a revendu par appartement. Eu égard, écoute encore les critères, à la différence de prix entre le prix de vente et le prix d'achat, plus les délais dans lesquels les reventes ont suivi les acquisitions, donc encore une fois, il a revendu rapidement après l'acquisition, et au fait que ces acquisitions s'inséraient dans la suite continue de 5 opérations immobilières, le contribuable doit être regardé comme ayant acheté les 2 immeubles en vue de les revendre. Nonobstant la circonstance qu'il n'aurait jamais possédé simultanément plusieurs immeubles et qu'il aurait personnellement occupé quelque temps chacun des biens. Alors en gros, ce mec, il a acheté et revendu dans un délai court, plus il avait fait 5 opérations avant, j'imagine qu'il y avait aussi eu des ventes et des achats, plus il a essayé d'être malin, je te relis la phrase en question, qu'il n'en a un, et qu'il aurait personnellement occupé quelques temps chacun des biens. Donc il s'est dit, tiens, je vais aller habiter un peu là, un peu là, un peu là, je ne serai pas requalifié comme marchand de biens. Mais non, ça ne marche pas. C'est
pas parce que tu as habité un peu là, un peu là, un peu là. S'il y a l'intention spéculative plus l'habitude, que tu fais ça en mode industriel, tu vas être qualifié. Donc à ce moment-là, je vais te donner après les solutions. Hein. Je vais te donner ce que tu risques et les solutions pour éviter de rentrer dans ces cases-là. Mais tu commences à comprendre la différence entre les gens qui sont requalifiés et les gens qui ne sont pas requalifiés. Regarde, je t'en lis un autre. Alors attends, je t'en lis un autre. Alors, en 71, durant la période comprise entre le 25 novembre 51 et le 12 octobre 65, donc il s'est passé 14 ans quand même, hein, le contribuable avait procédé à un grand nombre d'opérations d'achat de locaux commerciaux, de locaux d'habitation et de parts de sociétés immobilières. Donc pendant 14 ans, il a acheté plein de trucs. Même sans tenir compte des locaux commerciaux, que le plus souvent il ne revendait pas, il avait ainsi acheté et revendu 14 appartements ou lots de parts de sociétés immobilières. Et 13 de ces ventes, c'est là que c'est important, 13 de ces ventes avaient eu lieu de 63 à 65. Donc en gros, il avait gardé que les locaux commerciaux, il avait revendu tout le reste, et il avait tout revendu en 2 ans très rapidement. Jugement de la Cour, eu égard tant à la répétition de ces opérations, notamment au cours des années litigieuses, qu'au cours du délai dans plusieurs cas, qui dans plusieurs cas, s'est écoulé entre l'achat et la revente, donc il s'est passé du temps, mais il a vite revendu. Le contribuable qui n'établissait nullement que l'une quelconque de ces opérations litigieuses et relevé de la gestion normale de son patrimoine personnel et familial devrait être regardé comme étant, au cours de la période susmentionnée, livré de façon habituelle à l'achat d'immeubles en vue de leur revente, alors même que les immeubles vendus n'auraient correspondu chaque année qu'à une faible partie de l'ensemble des immeubles qu'il possédait. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? Il avait beaucoup de patrimoine, il s'est dit, je vais en revendre une partie, mais vu que j'en ai beaucoup, ça ne sera pas considéré comme une opération de marchand de biens. Parce que vu que j'en ai plein, j'en revends qu'une petite partie, bon, ça va passer. Mais non. Parce que, encore une fois, les critères, c'est pas gros, petit, petit, gros. C'est habitude et intention spéculative. Donc là, il n'a pas réussi peut-être à se défendre sur l'intention spéculative, et sur l'habitude non plus, parce que il a revendu 13 appartements en 2 ans. Donc là, l'habitude, elle est là, quoi. Voilà. Une toute petite dernière. Contribuable qui, en l'espace de 3 ans, a procédé à 25 ventes d'immeubles bâtis ou non bâtis, acquis à titre onéreux 2 ans plus tôt. Voilà, tu comprends, quoi. J'ai même pas besoin de te lire le jugement. Le nombre de ces opérations et la brièveté et les délais qui ont séparé les achats et les ventes établissent l'intention spéculative lors de l'achat comme le caractère habituel de cette activité. En effet, là, c'est pas compliqué de prouver qu'il a bien vu qu'il allait acheter, revendre, il l'a fait très vite, etc. Donc, tu comprends bien les critères. Numéro 1, l'habitude. Est-ce que tu le fais souvent ou pas ? Et on a vu que dans l'habitude, finalement, quand on lit les jugements, on se rend compte qu'ils prennent aussi en compte la durée qui s'est écoulée entre quand tu as acheté et quand tu as revendu. Alors je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me demander c'est quoi la durée minimale. Il n'y en a pas. Ça, c'est tout le principe de la loi. C'est-à-dire qu'elle est soumise à comment on l'interprète. La durée raisonnable, ça peut peut-être être 3 ans dans un cas parce que ta situation c'est ça, et peut-être que dans un autre cas, ça va être qu'1 an, parce que tu vas pouvoir mettre en avant que tu as une difficulté financière, mais peut-être que si tu as un patrimoine énorme, attention, ça va peut-être plus 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc on se rend compte, tu vois, que même dans la notion d'habitude, on a cette notion de durée de détention. Et on a aussi cette notion d'enchaînement des reventes. Si tu as un immeuble de 10 appartements, on l'a vu, que tu revends un par-ci, un par-là, t'as pas trop de chance. Par contre, si tu revends en 1 an, en 2 ans, tous les lots, c'est plus risqué, tu vois. Donc, à toi de faire en sorte de faire attention et d'avoir une défense propre. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas interdit d'acheter un immeuble, de le garder, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Au bout de 5 ans, 6 ans, dire voilà, il y a 10 lots, j'en revends 5. Mais pour pas qu'on te dise attention, il y a une intention spéculative, attention, il y a un critère d'habitude, tu peux très bien mettre en avant que voilà, si tu revends, c'est pour un besoin de trésorerie et que tu vas réinjecter. Il y a un arrêt que je t'ai pas lu qui est intéressant parce que les juges ont pris en compte que la personne avait réinjecté la trésor, tu vois qu'elle avait revendu des lots, certes un peu beaucoup, certes un peu vite, mais qu'elle avait réinjecté cette trésor ailleurs pour racheter et pour gérer son patrimoine, tu vois. Donc ça a aussi été pris en compte. Donc il n'y a pas de vérité ultime, il n'y a pas de case, il n'y a pas de voilà.
quand tu fais ça, c'est ça, quand tu fais ça, c'est ça. Non. Si jamais il y a un contrôle, si jamais on vient t'embêter, bah, ce sera à toi de fournir la preuve qu'il n'y a pas d'habitude et il n'y a pas d'intention spéculative. Donc vraiment, si tu veux et tu es intéressé par faire ce qu'on appelle des flips, faire des achats-reventes, que tu vraiment tu l'assumes, attention à éventuellement te déclarer en marchand de biens. Donc pour ça, bah, tu constitues une société de marchand de biens, etc. Ça sera moins risqué. Je vois beaucoup de gens qui font des allers-retours, vraiment, je ne te parle pas d'acheter un immeuble, de revendre en lot, etc. Ça, finalement, c'est pas trop dur de se défendre. C'est de la gestion de patrimoine. Mais il y a des gens qui assument et qui disent, voilà, moi je vais acheter, je vais retaper et je vais revendre. Attention, alors tu as assez peu de risques parce que le fisc ne peut pas être partout, les impôts ne peuvent pas contrôler tout le monde. Mais tu as un risque en effet qu'on dise, attention, là c'est la deuxième fois que vous faites ça, ça peut être direct un critère d'habitude. Deuxième fois, critère d'habitude. Et hop, et on arrive à prouver qu'il y avait une intention spéculative, et boum, intention spéculative. Donc attention. Alors tu vas me dire, ok, bon, j'ai compris le truc, qu'est-ce que je risque si jamais, en effet, j'ai joué, j'ai perdu? Alors ce que tu risques, c'est que, alors je ne te parle pas des montages en société, puisque si tu es en montage en société, théoriquement, tu auras déclaré le truc. T'es pas sur là, je te parle d'un montage en particulier qui tourne mal. Parce qu'en société, ce ne sera pas la même fiscalité. Mais en un montage en particulier qui tourne mal, on te dit, monsieur, on vous requalifie en marchand de biens. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit partout, attention, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Les gains vont être taxés dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, comment ça va marcher? On va déterminer la valeur de l'immeuble, du lot vendu, un petit peu comme sur la plus-value des professionnels. C'est-à-dire qu'on va appliquer des amortissements comme si, en fait, on va prendre ta trésor, on va prendre ta comptabilité, et on va partir du principe que dès le début, tu avais été un marchand de biens, puisqu'on te requalifie. Donc il n'y a pas de à la fin, etc. On prend tous les chiffres et on fait comme si tu avais été marchand de biens depuis le début. Donc on recalcule tout, tu vois. Enfin, le fisc recalcule tout. Donc il va dire, ok, donc dès le début, vous étiez marchand de biens. Donc il y a des amortissements. Donc la valeur du bien baisse avec le temps. La VNC, on calcule la valeur nette comptable du bien, qui baisse. Donc ça vient augmenter la plus-value. On va réintégrer toutes les charges. Toutes les charges que tu as eu à payer, on va les réintégrer. Si tu as perçu des loyers pendant le temps qui s'est écoulé, tous ces loyers, on va les taxer aussi. Mais on ne va pas les taxer en mode comme ils auraient pu être taxés au revenu foncier, etc. On va les taxer comme un bénéfice BIC. Ok, donc on va faire une comptabilité, on va regarder voilà, combien tu as touché de loyer, combien vaut l'immeuble, les amortissements, on les réintègre, etc. Ça nous donne une valeur et on calcule la plus-value. Alors qui sera bien plus importante qu'une plus-value en particulier, ça va faire plus mal. Donc on calcule cette plus-value, on regarde combien tu as vendu, ça nous donne une base imposable. Cette base imposable, on va l'imposer au BIC. Finalement, ce n'est pas très différent de l'imposition que tu aurais subie de façon classique. Tu vas voir que ça va vraiment dépendre de ta tranche marginale d'imposition, puisque de façon classique, particulier, tu revends un immeuble, tu revends un lot, tu revends un appartement, qu'est-ce qui se passe? On va t'imposer à 34,5%, 19% d'impôt sur le revenu et 15,5% de prélèvements sociaux. Pour l'instant, c'est ça. Donc 34,5% sur ta plus-value. Sauf que là, au BIC, c'est pas ça. Au BIC, on prend ta plus-value, donc déjà qui va être artificiellement plus grosse plus-value, donc qui dit plus grosse plus-value dit plus grosse base imposable, et au lieu de faire ce 19 plus 15,5, 34,5, on va faire tranche marginale d'imposition, donc ta tranche marginale d'imposition, 14, 30, 41, 45, plus prélèvements sociaux. Donc si tu es à 14, en effet ça fera pas trop mal par rapport au 34,5, puisque ça fera 14 plus 15,5, donc là ok, mais tu vas voir qu'il y a assez peu de gens finalement qui sont à 14, surtout dans les gens qui font ce genre d'opération. Si tu es à 30, là ça commence à faire mal, puisque ça fait 30 plus 15,5, 45,5. Donc tu vois, on a pris 9 points dans la tête. Si tu es à 41, ça va faire 41 plus 15,5, 56,5. Et si tu es à 45, je te passe les calculs, si tu es à 45, oui, 45 plus 15,5, et ça fait encore plus mal. Donc on va t'imposer comme ça. Mais vu qu'on t'a requalifié, c'est pas terminé. Ça serait trop simple, sinon ça serait pas dangereux d'être requalifié. Enfin, déjà ça fait plus mal, ça fait beaucoup plus mal. Mais bon, on va dire voilà. Vu qu'on t'a requalifié, je t'ai dit, tu vois, on fait ta compta comme si tu avais été, et on va aussi dire que tous les impôts que tu n'as pas payés à temps,
comme si tu avais été marchand de biens, eh ben on va prendre cette date-là, donc ça remonte peut-être à 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Hein. On va prendre cette date-là, on va dire voilà, normalement au 15 mai, il y a 3 ans, vous nous deviez tant. Vous n'avez pas payé parce qu'on ne vous avait pas encore requalifié. Donc on va appliquer des intérêts de retard à partir de cette date, de 4,8% par an. Donc à partir de cette date, jusqu'au moment où toute la tambouille est finie, là, 4,8% d'intérêt sur ce que tu dois. Donc ça fait vite augmenter la note. Et ensuite, par-dessus, parce que c'est pas fini, on va te mettre une petite pénalité, on va te mettre ce qu'on appelle une majoration. Une majoration pourquoi ? Parce que t'as pas déclaré, tu vois. T'as pas déclaré comme tu aurais dû déclarer. Donc on te pénalise. Donc il y a 3 types de majoration. Il y a la première majoration qu'on appelle la majoration de bonne foi. Donc là, on va dire, tu t'es trompé, t'as pas fait exprès. Donc tu auras été de bonne foi. T'as pas caché des trucs, t'as rien fait. Donc la majoration de bonne foi, c'est plus 10%. Donc tu commences à avoir, comme ça fait mal, puisque tu es sur une tranche marginale d'imposition, donc plus haut que ce que tu aurais dû payer normalement. En plus, tu as le taux d'intérêt à 4,8%. Et en plus, si tu es de bonne foi, tu prends 10% de pénalité. Donc là, ça commence à faire très mal. Hein. Là, on a déjà gommé ta plus-value. Et normalement, c'est même toi qui dois de l'argent. Après, tu as la deuxième pénalité, qui est le manquement délibéré. Donc ça, dans le Code général des impôts, qu'est-ce que c'est le manquement délibéré ? C'est la fraude, hein, tout simplement. On dit, voilà, tu as fait exprès. Tu as fait exprès, on arrive à prouver que tu savais et tu as fait un manquement délibéré. Là, c'est 40% de pénalité. 40%. Immense, énorme. Là, tu dois de l'argent pendant longtemps. C'est pas tu dois de l'argent, c'est tu dois de l'argent longtemps. Et après, tu as la troisième pénalité qui, celle-là, vraiment fait très mal. C'est la manœuvre frauduleuse. Alors, la manœuvre frauduleuse, c'est un manquement délibéré x 12. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir fait un manquement délibéré, tu as fait des faux papiers, tu as fait des fausses déclarations, tu as vraiment tu vois, franchi la limite, un truc de fou. Tu vois, t'es parti à l'étranger, tu as essayé de cacher de l'argent, tu as ouvert des comptes, etc. Enfin, vraiment, tu as fait des manœuvres frauduleuses. Et là, c'est 80% de pénalité. Donc, tu vois le risque à faire les choses de la mauvaise façon. Encore une fois, oui, il y a des impôts. En France, il y en a plutôt beaucoup. Quand on gagne de l'argent, on doit payer des impôts. Alors, je suis d'accord avec toi, on en paye trop. Mais peu importe. En faisant les choses correctement et en prenant en compte dès le début les impôts, je ne te parle même pas d'optimisation fiscale. Alors, tu sais que j'adore l'optimisation fiscale et j'aime bien faire des montages, etc. Pour ceux qui suivent mes formations, ils le savent. J'aime bien faire des montages déjà qui font en sorte que tu vas payer moins. Parce que tu peux quand même payer beaucoup moins. Mais même si tu ne fais pas ces montages-là et que tu n'optimises pas, déjà en restant dans les clous, tu ne prends pas trop de risques, entre guillemets. Ça va faire mal, ok, mais tu ne prends pas trop de risques. Par contre, en essayant de tricher, ça peut très bien passer. Hein. C'est comme quand tu mens à la banque, là, c'est pareil, tu sais, quand tu mens à la banque et que tu ne dis pas que tout est prêt. Ça peut très bien passer. Par contre, si ça passe pas bien, je suis aussi là pour te dire ce qui va se passer. Parce qu'on voit tout le temps, partout sur Internet, attention, requalifier, etc. Mais personne n'est capable d'expliquer ce qui va se passer si on se fait requalifier. Donc voilà ce qui va se passer si tu te fais requalifier en marchand de biens. Donc attention, garde, le fin mot de l'histoire, il est où ? La morale de cette histoire, elle est où ? Elle est dans 2 choses. Notion d'habitude, intention spéculative. Tant que tu gardes ça en tête et que tu fais en sorte de faire de la gestion pure et simple de patrimoine, donc il faut en gros que tu sois capable de prouver qu'au début, quand tu as acheté, rappelle-toi la notion spéculative, elle s'apprécie au moment de l'achat. Donc si tu es capable de prouver qu'au moment de l'achat, déjà tu ne voulais pas revendre, tu voulais pas revendre, c'était un achat patrimonial, rien que ça déjà, on ne peut pas te requalifier, tu vois. Donc si tu sais ça, déjà ta défense, elle est quand même assez facile. Et la notion d'habitude, si c'est tes premières opérations, il n'y a pas trop de risques. Donc peut-être que si par contre tu es dans le cas, comme on a vu, des gens qui se sont fait requalifier, des gros promoteurs, etc., et que tu commences à faire 5, 10, 15, 20 appartements, là en effet, attention, entoure-toi correctement, là passe par la case avocat, passe par la case conseil pour être sûr de faire les choses proprement. Mais quand tu deviens un investisseur à ces niveaux d'investissement, tu as finalement du monde autour de toi. Donc, c'est pas trop à ce genre de personnes que je m'adresse ici, c'est aux mecs, tu vois, comme toi et moi, qui commencent à prendre, qui est dans ce club des investisseurs rentables, qui est un investisseur rentable et qui commence à prendre, tu vois, des biens, du patrimoine, pas se faire avoir sur un truc bête, tu vois, à dire je vais acheter, j'ai une intention spéculative, tu vois, je vais prendre cette maison, je vais la couper en 2, je vais faire 2 maisons, je vais revendre, à présenter comme ça à ton banquier, etc. Parce qu'après, si tu es requalifié, comment tu vas le prouver ? Tu ne peux même pas produire des mails à ta banque, etc., ou même ton dossier bancaire, puisque déjà dans ton dossier bancaire, tu vendais le truc comme un mec qui avait une intention spéculative. Donc attention
tu vois, à ce que tu peux donner, les pièces que tu peux produire. N'oublie pas que la charge de la preuve sera à la personne qui se défend. Alors, je sais, quand je fais des vidéos comme ça, tout le monde a peur, c'est hyper alarmiste, etc. Encore une fois, hein, on est dans du 0,0001% des cas, hein, puisque déjà c'est assez rare d'être vraiment dans les critères de la requalification. Intention spéculative plus habitude, c'est déjà assez rare. En plus, par-dessus, il faut avoir la malchance, entre guillemets, d'être contrôlé. C'est quand même aussi assez rare d'être contrôlé, même très rare d'être contrôlé. Sur ce point précis, encore plus rare. Donc, il ne faut pas non plus, tu vois, flipper, dire « Oh là là, attention, mon Dieu, dès que je vends plus de 2 appartements, j'ai un risque. » Non. Mais il faut aussi savoir que, voilà, quand tu commences à faire un montage en mode, dès le début, tu vois, tu penses « Tac, 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 je vais revendre ça, tac, tac, tac. » Parce que pour les impôts, c'est assez facile de te coincer. En disant « Voilà, faites voir votre montage au début. Donc, vous aviez prévu de faire ça, 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 vendre... Alors, vous nous dites que vous n'aviez pas prévu de vendre. Attendez, on regarde les chiffres. Il y a tant d'achats, il y a tant. Ok, mais là, c'était pas viable, monsieur. Si vous n'aviez pas vendu, c'était pas viable. C'est-à-dire que vous vous seriez cassé la gueule. C'est le fait d'avoir vendu qui fait que vous avez fait une bonne affaire. Donc tu vois, là, il n'y a qu'un pas pour prouver que tu avais prévu, pour faire ta bonne affaire de la fin, de vendre. Tu vois, la façon de réfléchir. Donc voilà, je voulais vraiment un petit peu mettre le point là-dessus, et c'est surtout que je voulais faire le point sur ce que tu risquais en termes de chiffres, parce que voilà, on le voit un petit peu partout, les gens ont bien compris qu'il y avait un risque, mais on trouve assez difficilement le chiffrage de ce risque. Donc voilà, le risque est chiffré. Si tu as appris des choses et que tu as apprécié cette vidéo, apporte ton pouce à l'édifice. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pas la fin du monde, hein. Il suffit de connaître les critères. C'est comme tout dans l'immobilier. Quand tu connais les critères et quand tu es formé, eh ben, tu passes à côté des pièges. Il n'y a pas non plus tant de pièges que ça, mais c'est mon rôle de mettre le doigt là où ça fait mal. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et à plus!